bonsoir. Là, je crois qu'on peut dire bonsoir. Donc, nous abordons maintenant le débat de clôture et je suis vraiment ravie d'accueillir pour ce faire Emma Aziza parce que vous êtes extrêmement sollicitée ces derniers temps, malheureusement pas forcément pour des très bonnes raisons qui sont quand même très liées à tous les phénomènes de crues, d'inondations qu'on a connus en France et ailleurs d'ailleurs. Donc Emma Aziza, vous êtes hydrologue, docteur de l'école des mines, expert dans le développement de stratégies pour la résilience des territoires face aux extrêmes climatiques. Vous intervenez au sein de comités scientifiques, par exemple UNICEF ou France Ville Durable, et des conseils d'administration comme Haute-Paris. Et vous avez aussi fondé une structure de recherche-action qui s'appelle Mayan, je ne sais pas si je prononce bien, Resilience Center, et une start-up, Mayan Labs, qui sont des structures qui accompagnent les collectivités et des entreprises qui cherchent à réduire leur vulnérabilité face aux risques et à se projeter dans la résilience climatique. Voilà. Parfait. Alors, bon, je pense qu'une petite révision s'impose pour qu'on puisse mieux comprendre la suite de notre échange. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que le cycle de l'eau et quel est son lien avec le changement climatique qui était notre sujet du jour ? Alors le cycle de l'eau, eh bien, en réalité, on l'a tous appris à l'école, hein, il est assez simple à comprendre, mais ça c'était une version sans humain. Quand vous rajoutez l'humain dedans, vous allez enlever des réservoirs qui vont être utilisés justement par l'humain, que ce soit l'ensemble des eaux souterraines qui sont actuellement pillées à peu près partout sur Terre. Donc en fin de compte, ce réservoir qui existait jusque-là est actuellement en train de se réduire complètement. Et puis surtout, comprendre le cycle de l'eau dans un cadre de changement climatique, c'est comprendre qu'à chaque fois que vous allez augmenter la température atmosphérique, vous augmentez d'1 degré la température de l'atmosphère, vous allez augmenter de 7% le pouvoir évaporatoire et notamment de 7% le pouvoir de précipitation. Donc qu'est-ce qui se passe ? En réalité, on a un cycle de l'eau qui s'accélère. Alors c'est plus ou moins visible, et il faut faire attention aux faux amis, parce qu'on a trop vite tendance à prendre les images de Valence, notamment en Espagne, et de voir ce cataclysme, cette catastrophe meurtrière, et de l'associer au fait que c'est ça l'image du changement climatique. Attention, parce que ces phénomènes-là, ce sont des phénomènes méditerranéens qui ont existé depuis toujours, qui sont très connus, que ce soit en Espagne ou en France. Si on prend par exemple le cas de Valence et qu'on remonte jusqu'au Moyen-Âge, on a 70 événements cataclysmiques qui ont touché cette ville-là avec cette ampleur. Et aujourd'hui, ça a été d'ailleurs évalué, hein, on est à 12% d'empreinte du changement climatique sur la catastrophe de Valence. Donc on peut se poser la question, est-ce qu'avec 88% des pluies, on aurait eu autant de catastrophes ? Sans doute que oui. Donc attention, parce que ça, c'est juste le signe de la force de la nature et des extrêmes climatiques qui ont toujours existé et pour lesquels il faut s'adapter parce qu'on a oublié qu'ils existaient. Mais vous rajoutez dessus, dans la danse, le changement climatique. Et là, il est beaucoup plus visible ailleurs, en France. Et un des chiffres qui est le plus parlant, c'est le fait que sur ces 5 dernières années, plus de 50% des personnes qui ont été inondées l'ont été en dehors de zones inondables. Ça montre que, en fait, si vous voulez, le risque, lui, dans les vallées inondables ne change pas, mais par contre il se transforme, il arrive ailleurs et on a beaucoup plus de phénomènes de ruissellement parce que le pouvoir précipitant du nuage est beaucoup plus fort. Et donc c'est ça qu'il faut comprendre dans un changement climatique derrière qui va impacter ce cycle de l'eau. Et aussi, ce qui a peut-être changé par rapport au, je ne sais plus quel siècle vous mentionniez pour Valence, c'est l'urbanisation et l'imperméabilisation des sols qui accentuent le phénomène de ruissellement. Exactement. Si on prend le cas de Valence, en 1971, on avait eu plus de 80 morts. Et donc, on voit très bien à quel point on avait déjà atteint 5 mètres d'eau dans les rues de la ville. Donc, ce n'est pas un phénomène nouveau qui vient d'arriver. À l'époque, on avait décidé de détourner le cours d'eau, de le mettre à 12 km de la ville pour enlever le problème. Dans d'autres villes en France, on a plutôt tendance à enterrer nos cours d'eau pour les oublier, et puis un jour, ils ressurgissent. Donc, je crois que voilà, on est face à, premièrement, un phénomène naturel qui montre une amplitude qui fait partie de la variabilité naturelle climatique qui a toujours existé. Les plus grandes sécheresses, les plus grandes inondations ont toujours atteint nos territoires. Et d'ailleurs, même si on prend le cas de la Loire, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu de crue centennale de la Loire, mais on en a eu de nombreuses, donc, et qui pourraient avoir pour conséquence aujourd'hui une crue de la Seine ou une crue de la Loire centennale. Eh bien, ça impacterait toute l'économie européenne. Donc, en fait, voilà, ce qui se passe, c'est que c'est bien souvent sur des plus petits événements, mais malgré tout qui se reproduisent. On voit très bien, par exemple, l'impact sur les inondations des Hauts-de-France, où là, par contre, on est vraiment sur un signe d'un océan plus chaud.
derrière d'un impact d'à la fois d'El Niño qui se passe à l'autre bout de la planète sur le Pacifique, mais qui en même temps va rencontrer un Pacifique plus chaud, un océan Atlantique plus chaud, une atmosphère plus chaude, et donc on va se retrouver avec des quantités de pluie plus importantes, et donc des territoires qui vont être particulièrement meurtris et qui ne l'auraient pas été dans un contexte sans ce changement climatique. Alors, l'eau douce, c'est une des limites planétaires qui a été franchie depuis 2022. Et pourtant, vous vous dites confiante dans nos capacités collectives à restaurer les équilibres. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous rend confiante dans cette capacité ? Alors, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles c'est déjà joué, et on ne reviendra pas dessus, très clairement. Les kilomètres cubes qu'on extrait chaque année pour pouvoir alimenter donc les kilomètres cubes sous terre qu'on va aller chercher dans les nappes souterraines, que ce soit en Inde, en Asie ou aux États-Unis, partout dans le monde, on est en train de piller nos nappes souterraines. Eh bien ça, ce sera compliqué de le remettre à l'intérieur et de refaire venir cette pluie. Alors on essaye artificiellement de recharger des nappes phréatiques, mais ça marche à petite échelle. Sur de très grandes échelles, il faudrait des centaines de milliers d'années pour pouvoir reconstituer ces aquifères. Donc on voit que là, on ne reviendra pas dessus, surtout que si vous mettez du vide et si vous enlevez l'eau, vous allez créer avec ce vide un phénomène d'affaissement et de subsidence. Si on va en Californie, typiquement, les routes californiennes perdent 30 cm de hauteur par an. Si on va au Mexique, on a perdu 10 mètres de hauteur en l'espace de 30 ans. Donc on voit que la subsidence par la perte des nappes est un des risques mondiaux que l'on a. Il n'y a pas que Jakarta qui est obligé de déplacer la capitale. Voilà, New York est aussi touchée. Enfin, toutes les zones sont touchées par cette subsidence. Donc il y a des choses sur lesquelles on ne reviendra pas. Par contre, il y a des choses sur lesquelles on peut agir. Et comment est-ce qu'on peut agir ? On peut agir en freinant le cycle de l'eau, en utilisant l'eau de pluie là où elle tombe, en maximisant cette eau de pluie quand elle tombe dans les villes, quand elle tombe dans les champs, en recréant notamment des liens entre l'atmosphère, le sol, la plante et les nappes. Et donc, justement, en essayant de maximiser la porosité pour permettre à ce sol, finalement, de capter cette eau de pluie qui, aujourd'hui, n'y arrive plus parce qu'on a des sols agricoles compactés, parce qu'on a des sols artificialisés, parce qu'on a des sols qui ont tendance à perdre de la vie. Et il n'y a que la vie qui permet de faire le liant dans la terre entre l'atmosphère et entre la nappe. Et commencer à comprendre les choses dans ce sens-là, c'est peut-être aller dans le bon sens. Il va falloir qu'on comprenne que c'est cette vie-là, et notamment la vie végétale, la vie animale dans les sols, végétale, qui va permettre notamment d'être l'ossature même qui va permettre de générer les pluies. Donc, en résumé, ce n'est pas la forêt qui a besoin de la pluie, c'est la pluie. Enfin, c'est pas la pluie qui a besoin des je vais y arriver, pardon. La forêt, derrière, on a toujours tendance à penser qu'elle a besoin de pluie et qu'elle a besoin d'humidité pour pouvoir survivre. En réalité, eh bien, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt la pluie qui a besoin des forêts. Commencer à comprendre ça, c'est changer aussi de paradigme. D'où d'ailleurs l'importance de l'Amazonie et de ce que ça pourrait avoir comme conséquence. L'Amazonie, c'est typiquement un contexte où vous allez avoir des flux très important qui arrive avec une rivière atmosphérique qui vient de l'océan Atlantique et qui va en direction de l'Amazonie et qui va ensuite faire des boucles de rétroaction qui va permettre à cette eau de se renouveler. Donc c'est parce qu'il y a de l'eau qui rentre au Brésil qu'ensuite on va avoir de l'eau en Colombie, en Uruguay, qu'on va avoir de l'eau dans toute l'Amérique du Sud, mais pas que, parce que c'est aussi parce qu'on a cette eau qui rentre dans ces territoires qu'on va avoir des courants qui reviennent directement sur l'Europe et qu'on a des pluies en Europe. Commencer à comprendre que ce cycle de l'eau est planétaire, comprendre que quand on déforeste au Congo, ça va avoir un impact direct sur le flux d'évaporation qui arrive jusqu'en Amazonie, qui est beaucoup moins important, et que ça va amplifier la déforestation amazonienne. C'est comprendre que ce cycle de l'eau, il est avant tout planétaire, mais il est aussi très local, parce que quand on restaure au niveau local ces microcycles, eh bien en réalité on se rend compte qu'on change la météorologie locale et qu'on régénère les pluies. On sait le faire dans des déserts, on sait remettre de la matière organique dans les déserts, on sait re-rendre des sols fertiles, on le fait très très bien, et donc maintenant il suffit simplement de s'y mettre et d'y aller. Et peut-être un dernier mot sur ce qu'on appelle les villes éponges.
Qu'est-ce qu'on peut faire effectivement je crois que c'est les Chinois qui ont commencé, peut-être que ça existe de manière ancestrale ailleurs, mais on a commencé à en entendre parler en Chine. Alors, ce qui existe de manière ancestrale, c'est le fait de jouer intelligemment avec l'eau. C'est quelque chose qu'on a oublié, c'est-à-dire que jusque-là, dans nos habitations, en France ou en Chine d'ailleurs, eh bien, nous savions avoir des cuvelages enterrés qui récupéraient l'eau de pluie et donc qui permettaient d'utiliser cette eau quand on en avait besoin. C'est quelque chose qu'on a complètement oublié aujourd'hui, mais qui existait depuis toujours. Donc effectivement, la Chine est très avancée sur ces villes éponges. Par contre, on voit que nous, on est très très en retard, mais qu'il va falloir laisser respirer la ville parce qu'on a créé des villes en oubliant le cycle de l'eau. C'est-à-dire que l'eau n'a plus aucune place aujourd'hui dans sa verticalité. Quand elle arrive au sol, en fait, elle va très rapidement ruisseler jusqu'au prochain cours d'eau en emportant tous les polluants sur son chemin. Je vous donne peut-être un indice, il y a un endroit dans le monde dans lequel on a mené des recherches, notamment avec des Français, et on a décidé de désimperméabiliser l'intégralité d'un sous-bassin versant. C'est sur le fleuve Murray en Australie. Eh bien, en un an, on a gagné 90% de la qualité du cours d'eau. On a réduit tous les polluants parce que quand la pluie tombe, étant donné qu'elle pénétrait directement dans des noues, dans des systèmes qui permettaient justement à cette eau de s'infiltrer, eh bien elle venait recharger la rivière par la nappe et elle ne rechargeait pas la rivière directement avec une fonction très rapide. Donc en fait, on enlève les polluants, on redonne sa qualité au sol, son rôle principal, et on se rend compte que ça a un impact directement sur nous et sur cette eau finalement qu'on finit par boire derrière. Donc on y gagne aussi sur le plan économique puisqu'on va moins la nettoyer et donc finalement elle va mieux nous servir. Et donc on pourrait le faire en France. En fait, on le pourrait faire partout et ça devient même une urgence de le faire. Donc derrière, il va falloir prôner cette adaptation climatique, la prôner avec tous nos systèmes et notamment nos systèmes financiers. Il faut que demain, les banquiers puissent financer le fait de récupérer l'eau de pluie et de l'utiliser parce que ça retarde le cycle de l'eau et aujourd'hui, ça permet de le freiner et c'est un des moyens dont on a besoin pour avancer. Merci beaucoup Emma Aziza, merci pour avoir animé ce débat de clôture.